Alors on va voir ici le mécanisme qui aboutit à la formation de nouvelles espèces. Nous avions vu que lorsqu'il y a une innovation évolutive qui arrive à partir d'une espèce ancestrale, ça peut donner naissance à de nouvelles espèces. Donc comment cela fonctionne-t-il ? D'abord nous allons nous intéresser à la notion d'espèce. Qu'est-ce qu'une espèce ? Alors on va prendre l'exemple du lion que vous connaissez tous. Alors le nom scientifique du lion c'est Panthera leo. On exprime toujours les noms scientifiques en latin de manière à ce qu'ils soient reconnus internationalement. Donc l'espèce du lion vous le connaissez ici. Vous avez ici le mâle que l'on reconnaît grâce à son caractère sexuel secondaire qui est la crinière. Et puis vous avez la femelle ici, donc la lionne. Ces deux individus sont capables de se reproduire et vont donner naissance à des petits lionceaux que vous voyez ici. Donc le lion et la lionne font bien partie de la même espèce puisqu'ils sont capables de se reproduire. Prenons l'exemple d'une autre espèce, le tigre, Panthera tigris. Donc vous avez ici le mâle tigre et ici la femelle tigre. Donc il est très difficile de savoir qui est le mâle et qui est la femelle parce qu'ils ont peu de caractère sexuel secondaire développé. Donc ces deux individus sont capables de se reproduire et vont donner naissance à des tigreaux que vous voyez ici. Donc le tigre et la tigresse appartiennent bien à la même espèce puisqu'ils sont capables de se reproduire. Il existe des cas particuliers où un lion mâle va pouvoir se reproduire avec une tigresse femelle. Alors ça ne se fait pas dans le milieu naturel, mais dans certains zoos, même dans certains cirques, cette reproduction a été possible et cela a donné naissance à l'individu que vous voyez ici, donc vous voyez un très beau félin, qui s'appelle le ligre. Le même phénomène est arrivé lorsqu'on a essayé de faire reproduire une lionne avec un tigre et on a obtenu cette fois un animal qui s'appelle le tigron. Alors le ligre et le tigron sont des animaux très particuliers puisqu'ils sont incapables eux-mêmes de se reproduire. En fait, ces animaux sont hybrides, c'est-à-dire qu'ils sont issus de la reproduction de deux individus qui n'appartiennent pas à la même espèce. Ce sont des cas en fait très particuliers. Prenons un autre exemple, par exemple le lion avec le guépard. Donc le guépard c'est Acinonyx jubatus. Et bien cette fois la reproduction est totalement impossible. Vous avez le lion qui donnera des lionceaux lorsqu'il se reproduira avec une lionne et le mâle guépard qui en se reproduisant avec la femelle guépard donnera des bébés guépards, mais on n'a jamais obtenu de croisement et donc d'individus hybrides issus de la reproduction de ces deux espèces. On a donc bien deux espèces totalement différentes. Alors le document que vous avez ici, le document 2, page 94, il est extrait de votre livre, et il représente en fait la relation entre les différences génétiques qui séparent deux individus et la possibilité de reproduction entre eux. Alors, ce document est peut-être un peu difficile à comprendre au premier abord, on va essayer de le décortiquer un petit peu. Donc vous avez ici des petites boules qui représentent en fait des individus. Donc on va faire se reproduire ces individus et la distance entre ces individus ici représente la différence génétique. C'est-à-dire que plus la distance est faible entre les individus, plus la différence génétique entre ces individus est faible et plus les deux boules seront proches l'une de l'autre. Alors que si la différence génétique est très forte, eh bien les deux boules seront très écartées l'une de l'autre, c'est-à-dire que les deux individus du couple ont une différence génétique très forte. Alors prenons l'exemple de lions par exemple du Serengeti et de lions du cratère de Ngorongoro. Donc ils ont très peu de différences génétiques, on va dire qu'il va y avoir une fréquence d'allèles un petit peu différente entre ces deux types de lions. Donc l'accouplement est possible et ça donnera des individus fertiles. Prenons l'exemple maintenant du lion ici et du tigre. Donc vous voyez que les deux individus sont plus écartés, donc la différence génétique est plus forte. Et bien cette fois l'accouplement est possible, mais ça donne des individus qui vont être stériles. Et puis enfin, si la différence génétique est très forte, comme c'est le cas ici entre un lion et un guépard, eh bien l'accouplement sera impossible. On arrive donc à la définition de l'espèce. Une espèce, c'est l'ensemble des individus qui peuvent se reproduire entre eux et qui donnent une descendance fertile. Les individus de la même espèce ont donc une différence génétique très faible. Voilà, il va y avoir quelques allèles différents entre des individus de la même espèce, mais pas vraiment de gènes très différents entre ces individus. Alors maintenant, intéressons-nous au mécanisme qui permet de former une nouvelle espèce. Alors, j'ai représenté ce mécanisme sous forme de petits schémas. Donc vous avez une espèce, un ensemble d'individus qui est capable de se reproduire et d'avoir une descendance fertile. Et puis, pour différentes raisons, il va y avoir une barrière géographique ou comportementale qui va arriver au sein de cette espèce. Ce qui va donner naissance à une population 1 et une population 2.
Alors qu'est-ce qu'une population ? Une population, c'est l'ensemble d'individus qui appartient à la même espèce et qui occupent le même territoire géographique. Donc là, on va avoir le même territoire géographique pour la population 1, donc ils appartiennent tous à la même espèce et en plus ils vivent sur le même territoire géographique. Et la population 2 appartiennent tous à la même espèce et en plus vivent sur le même territoire géographique. Sachant que population 1 et population 2 appartiennent à la même espèce que celle que nous avons représentée ici en vert. Alors la barrière géographique ou comportementale, d'où peut-elle venir ? Eh bien ça peut être l'exemple de certains individus d'une espèce qui par exemple vont aller coloniser une île sur laquelle l'espèce n'existait pas et vont se retrouver finalement isolés géographiquement du reste de la population. Une barrière comportementale, on l'a observé par exemple lorsque des périodes de reproduction ont légèrement varié dans certaines populations. Par exemple, avec une petite modification climatique sur certaines zones qui font que l'alimentation, par exemple, va être plus riche un mois avant la reproduction habituelle. Bien du coup, les espèces vont se reproduire plus tôt et finalement deviendront isolées de manière comportementale avec l'autre population avec lesquelles ils ne pourront pas se reproduire. Alors que va-t-il se passer ? Eh bien, entre ces deux populations, il n'y aura plus d'échanges génétiques, ou quasiment plus, les échanges génétiques se faisant évidemment par la reproduction. Mais s'il y a une barrière géographique ou comportementale, eh bien, il n'y aura plus d'échanges génétiques. Et puis il va y avoir, sous l'effet du hasard, donc c'est ce qu'on appelle la dérive génétique, et la sélection naturelle, on va avoir la population 1 qui va évoluer. Il va y avoir des mutations au sein de cette population qui vont entraîner donc la création de nouveaux allèles par exemple, et puis eh bien, le hasard, la sélection naturelle vont sélectionner certains caractéristiques de cette population, alors que l'autre population, il se passera le même phénomène, mais peut-être comme c'est le hasard et la sélection naturelle, si l'environnement est un peu différent, la sélection ne se fera pas sur les mêmes allèles. Et on va se retrouver et bien finalement, avec une population 1 et une population 2 qui seront totalement isolées d'un point de vue reproductif et d'un point de vue génétique. Donc avec une différence génétique qui va devenir telle que la reproduction sera impossible. Et on aura donc donné naissance à une espèce 1 ici et une espèce 2 ici. Donc c'est ce qu'on appelle la spéciation, c'est-à-dire l'émergence, la création de nouvelles espèces. Et évidemment, vous avez ici le temps, puisqu'il faut du temps pour qu'à partir d'une seule espèce, on obtienne déjà deux populations différentes qui ensuite se distinguent en deux espèces différentes. Ici interviennent la dérive génétique et la sélection naturelle, qui étaient représentées ici, et bien sûr, sur l'autre population, la dérive génétique et la sélection naturelle, mais qui ne vont pas intervenir de la même façon.